Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série Molenbeek sur Djihad avec les auteurs de ce livre paru aux éditions Grasset, Jean-Pierre Martin et Christophe Lanfalossi. Bonjour. Je voudrais revenir quand même à quelque chose d'important, c'est on a parlé de l'Arabie Saoudite, mais cette Arabie Saoudite, vous avez dit tout à l'heure, il y a une autre émission, déjà que cette Arabie Saoudite, ça fait comme des années que... Comment est-ce qu'elle a pu s'imposer comme ça dans notre pays? C'est une longue histoire. Christophe. Ça a commencé en 1967. Je ne sais pas si les plus anciens se souviennent qu'il y a eu l'incendie de l'Innovation en 1967. Et une semaine après, arrive en Belgique, en visite officielle, le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Il est accueilli comme un roi. Et au cours de sa visite, il va visiter le centre nucléaire de Mol, tandis que son frère va visiter la fabrique nationale de Hestal. Mais dans cette visite apparaît quelque chose d'un peu curieux qui n'est pas prévu dans les papiers préparatoires de la visite, qui est que la Belgique va céder un bâtiment qui se trouve sur le parc du Cinquantenaire pour qu'elle devienne la première mosquée officielle de Belgique. Et c'est comme ça qu'est née la grande mosquée, qui a été tout de suite prise en charge par l'ambassadeur saoudien, mais aussi par l'ambassadeur marocain. Et progressivement, l'Arabie saoudite va, par toute une série d'aménagements des statuts de l'ASBL, va prendre le contrôle total de cette grande mosquée. Pendant à peu près, dans les années 90, l'Arabie saoudite sera le responsable ou l'interlocuteur pour la Belgique de toutes les questions de l'islam. Il n'y avait pas malice à l'époque, puisqu'il faut se rappeler que l'Arabie saoudite était un allié pour l'Occident. Nous étions encore en pleine guerre froide et face à l'Union soviétique, qui s'appelait comme ça à l'époque, c'était un allié privilégié. Et de surcroît, nous en Belgique, il faut se souvenir qu'à cette époque-là, nous avions une connaissance très rudimentaire de l'islam, parce que nous n'avions pas eu de colonies dans le monde moyen-oriental ou le monde asiatique ou dans le monde nord-africain, contrairement à la France, par exemple. Nous avions bien eu des archéologues de renom qui avaient arpenté toutes ces régions, qui en avaient ramené de brillantes études, mais pas qui portait sur la spiritualité des populations locales. Et quand ces premiers migrants sont arrivés en Belgique, ces premiers migrants marocains, ils se sont retrouvés finalement très seuls. On ne leur a pas demandé quelles étaient leurs traditions, on ne leur a pas demandé quelles étaient leurs pratiques spirituelles. Et l'Arabie saoudite, bien entendu, a profité de l'occasion pour s'imposer à ces communautés et en même temps imposer sa vision extrêmement fondamentaliste de cette religion. Mais ça signifie alors, si je vous entends bien, que finalement, cette première génération qui est arrivée du Maroc, par exemple, qui avait vécu une certaine forme d'islam dans leur propre pays, vont être amenés à vivre une autre forme d'islam, beaucoup plus fondamentaliste, par la perception qui va être proposée par l'Arabie saoudite. Est-ce que j'ai bien compris? Tout à fait, à partir des années 80. C'est l'époque de fermeture des charbonnages, et là il y a des prédicateurs qui viennent, qui expliquent à cette génération d'immigrants marocains qu'ils se sont détournés de la juste voie de l'islam, que s'ils ont perdu leur travail, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez fidèles et assez croyants. Et donc en jouant sur ce registre-là, ils vont progressivement leur faire tout un discours qui va se répéter pendant des années. Alors évidemment, il y a eu cet islam paisible, a eu aussi ses mosquées. La majorité des fidèles suivaient un islam tout à fait normal et quasi européen. Mais on a ouvert la porte en quelque sorte à une série de courants un peu extrémistes. Le roi du Maroc est aussi le commandeur des croyants. Et le roi du Maroc pas seulement, je ne parle pas de l'actuel roi du Maroc, mais de Hassan II, le père de Mohamed VI, et le père encore de Hassan II, pratiquait cet islam
paisible. Mais il se fait aussi que le Maroc n'a pas échappé à l'influence saoudienne parce que Hassan II, confronté lui-même à une certaine contestation de sa légitimité à la fin des années 60, avait besoin de l'Arabie saoudite, qui en échange a instauré un islam un petit peu moins paisible sur le territoire marocain lui-même. Par ailleurs, ces migrants, pour la plupart d'origine rifène, qui défiaient le pouvoir du roi Hassan II, s'ils pratiquaient cet islam paisible, entre guillemets, ou en tout cas qui n'était pas habité par le fondamentalisme de l'Arabie saoudite, le fondamentalisme wahhabite, n'empêche, avait une conception assez, dire, sans vouloir stigmatiser, mais un peu archaïque des règles en société, qui n'avaient rien à voir avec l'islam, mais sur laquelle le wahhabisme a prospéré. En fait, les rifins, les peuples des montagnes, qu'ils soient corses, qu'ils soient marocains, qu'ils soient du milieu de l'Afrique ou qu'ils soient de l'Europe centrale, les peuples qui sont plus repliés sur eux-mêmes, qui sont plus isolés, ont une conception plus traditionnelle des liens sociaux, de la responsabilité de la femme à l'égard de l'homme et vice-versa. Et l'Arabie saoudite a profité aussi de cette conception d'une vie extrêmement traditionnelle pour imposer son fondamentalisme et connecter les deux. Et aujourd'hui, d'après votre enquête, il y a les mosquées clandestines et puis il y a les mosquées qui sont reconnues. Quel type d'islam est aujourd'hui prêché dans les mosquées reconnues? Alors là, c'est toute la question, et c'est la question finalement cruciale comment a-t-on ou n'a-t-on pas organisé l'islam en Belgique, hein? Parce que l'idée d'un exécutif des musulmans, d'abord l'islam est reconnu en Belgique comme religion en 1974, mais jusqu'en 1990, dans les années 90, c'est l'Arabie saoudite qui est un peu le responsable. Et puis la Belgique veut créer l'exécutif des musulmans. Il y a toute une série de tensions et ça prend beaucoup de temps avant que cet exécutif des musulmans fonctionne. Ce qui fait qu'on a eu une très longue période de désorganisation. Malgré toutes les tentatives politiques et autres pour organiser l'islam, on a eu une longue période où sont pu se développer des tas de courants différents. Si on prend Molenbeek, il y a 41 lieux de prière, il y a 25 mosquées et 5 mosquées seulement sont reconnues. Donc c'est une toute petite fraction. La principale mosquée de Molenbeek n'est pas reconnue. Et donc l'islam qu'on dit, c'est un islam qui est souvent influencé par les pays d'origine, c'est-à-dire le Maroc ou la Turquie. Aussi pour des raisons peut-être de clientélisme politique, par peur aussi de s'en prendre à une communauté qui était déjà marginalisée. Pendant 2 décennies, sans doute le pouvoir politique n'a pas été suffisamment attentif. Vous savez, il nous a suffi de moins d'1 heure pour nous rendre au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles et éplucher les comptes de ces ASBL. Elles sont tenues par la loi de rendre annuellement leurs comptes. Eh bien, les cahiers sont vides et donc ces mosquées ne faisaient pas part des dons qu'elles recevaient et elles ne rendraient aucune comptabilité. Donc elles étaient hors la loi. Et c'est seulement maintenant qu'il y a, depuis les attentats, d'abord de Paris et puis de Bruxelles, qu'il y a enfin cette prise de conscience que les responsables religieux ont un rôle à jouer, bien sûr, dans la société, mais qui sont redevables aussi à la société en vérifiant leurs comptes d'abord et en les publiant conformément à la loi. Et donc, pendant des années, cela n'a pas été fait et ce n'a pas... Non, maintenant il y a des efforts. Le ministre de la Justice propose de légiférer sur les ASBL parce que c'est une structure très, très facile à mettre sur pied mais qui n'est absolument pas contrôlée. Le problème évidemment c'est que si on s'attaque aux ASBL, on va s'attaquer à toutes les ASBL. Et pas uniquement aux mosquées mais aussi aux ASBL sportives qui ont... Donc ça va accroître la surcharge de travail administratif pour chaque ASBL. Donc c'est là où on voit que les mesures qu'on veut prendre pour lutter contre le terrorisme peuvent aussi avoir un impact sur notre vie et de façon plus générale toucher pas uniquement
l'islam, mais aussi l'Église et de façon plus générale la société belge. Mais alors, si je vous entends bien, quand on parle qu'il y a les mosquées qui sont reconnues et celles qui ne sont pas reconnues, mais quelque part le pouvoir politique doit se situer par rapport aux deux. Parce que si la plus grande mosquée de Molenbeek est celle qui n'est pas reconnue, comment est-ce que le politique arrive à se retrouver là, dans une situation pareille ? C'est extrêmement compliqué, on voit encore ces jours-ci, il y a tout le débat sur la formation des imams. C'est un sujet extrêmement délicat. Et je conçois, nous concevons qu'on puisse se poser légitimement ces questions parce que le pouvoir temporel, politique, n'est pas forcément le pouvoir spirituel et la liberté de conscience dicte la plus grande prudence. La plus grande prudence, sauf celle de contrôler effectivement les comptes, de contrôler l'argent qui est éventuellement fourni à un certain nombre d'ASBL, argent qui a pu par le passé être utilisé à des fins qui sont en contradiction avec les valeurs de notre société. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine-ci. Il nous restera une émission encore pour dire un peu les conclusions de votre enquête. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.